Malheureusement, souvent, la fonction ressources humaines est une façon de se débarrasser de la chose la plus importante de l'entreprise, c'est-à-dire le capital humain. C'est-à-dire de confier à un DRH toute la responsabilité qui relève normalement du dirigeant de l'entreprise, puisque ce qui était le fondement de notre ouvrage que le ministère de l'Industrie a effectivement largement diffusé, puisque ça a même servi au projet qui s'est appelé Capital Humain et qui a permis de développer les zones d'innovation en France, c'est que justement ce que nous disions dans cet ouvrage, c'est que l'innovation et la force de l'entreprise se trouvent dans ses collaborateurs. Et qu'avant d'aller chercher à l'extérieur, si déjà on sait manager ses ressources, si on sait gérer ses talents et si on sait développer ses compétences, eh bien nous avons une entreprise qui est beaucoup plus performante. Et ça, je peux le prouver absolument à n'importe quel moment à partir de témoignages d'entreprises qui se sont réorganisées sur ces modèles. Terroriste aussi parce que quand on accompagne en mode expérimental, puisque c'est l'objet aussi de notre organisation, le deuxième élément sur lequel on contractualise avec les directions, c'est la suppression du système hiérarchique. Alors oui, c'est possible, je ne vais pas vous expliquer ce soir comment, mais oui, c'est possible, on supprime la pyramide, on supprime les habitudes millénaires qui nous viennent des systèmes militaires, nous faisons tomber cette pyramide et nous réorganisons l'entreprise sur un autre modèle. Cet autre modèle s'appuie sur quelque chose auquel vous êtes forcément sensible, puisque cet autre modèle est pratiquement obligé de faire appel au coaching, est pratiquement obligé, comme je le disais dans l'article que vous avez eu la gentillesse de publier sur Mediapart, pratiquement l'obligation de transformer son encadrement en coach interne. Puisque le principe du servant leader, c'est de passer de cette position-là à cette position-là. Alors ne nous trompons pas, c'est pas servant leader au sens je me mets au service de mes collaborateurs, pas du tout. C'est le servant leader au sens de je fais réussir mes collaborateurs. Alors vous allez dire mais c'est pas le rôle d'un manager ça? Si, normalement, bien sûr. Mais ce qui est d'autant plus intéressant dans ces modèles-là, c'est que la valeur ajoutée du manager est reconnue par la réussite de son équipe et pas par la réussite de ses objectifs personnels. Et ça, croyez-moi, ça change beaucoup de choses. Donc on comprend bien que si le manager doit faire réussir ses équipes, il ne peut plus du tout être dans les mêmes positions. Alors vous aviez aussi l'amabilité, Thierry, de rappeler qu'on travaille dans différents pays. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous avons justement, à travers cette approche-là, développer un modèle valable au niveau pluriculturel, puisque aujourd'hui ce modèle s'applique aussi bien en Chine, au Canada, aux États-Unis, au Brésil, en Inde, etc. Nous avons donc le plaisir de travailler avec des DRH, des fonctions RH, devrais-je dire aujourd'hui, de ces différents pays, pour faire évoluer le modèle et lui permettre de s'adapter absolument partout. Et c'est original parce que on peut se demander si justement la Chine est capable de passer dans des modèles comme celui-là. Eh bien, j'aurais tendance à dire que c'est un peu comme la Russie, qui, en passant de l'URSS à la Russie, a juste oublié le téléphone filaire. Ils sont tout de suite passés au modèle mobile, instantanément. Ils n'ont pas réinstallé des systèmes filaires. Eh bien, dans ces pays-là, je peux vous garantir que quand Pierre Fitt écrivait « Quand la Chine s'éveillera », je peux vous garantir que la Chine s'éveille beaucoup plus vite qu'on ne veut nous le laisser croire aux informations télévisées, et qu'ils sont très malins et qu'ils s'emparent très très vite de ces modèles de management, et croyez-moi, ils sont capables de les mettre en place. Voilà, donc nos travaux portent effectivement sur des approches d'organisation, sur des valeurs où nous considérons que le capital humain est l'essentiel de l'entreprise, et où nous considérons qu'il y a des attitudes à développer dans l'entreprise qui sont évidemment très proches du coaching. Parallèlement à cela, puisque nous considérons que le capital humain est l'essence de l'entreprise, Thierry l'a dit, nous nous sommes très vite intéressés aussi à la qualité de la formation. Puisqu'évidemment, qui dit compétence en entreprise, dit accompagnement des compétences. Alors je sais que j'ai quelqu'un ici du ministère de l'Éducation nationale, donc comme je suis un terroriste, je vais encore me faire taper, mais je tiens quand même à préciser qu'il y a une différence entre formation et enseignement. Et je reconnais à l'Éducation nationale toutes ses compétences pour enseigner, mais je crois qu'à côté, il faut aussi que nous ayons cette pluriculturalité et que nous ayons cette ouverture d'esprit au fait que ça ne suffit pas et que la formation est une toute autre posture et que nous devons passer du stade de la loi de 1971 sur la formation professionnelle
qui consistait à prolonger l'éducation nationale à travers des enseignements et donc à travers des transferts de contenu, pour enfin aller dans l'accompagnement du développement de la compétence de l'individu, qui ne repose pas justement que sur des transferts de connaissances, mais qui repose aussi sur de l'accompagnement. Et c'est là où les coachs peuvent évidemment trouver leur place, et je vais y revenir dans quelques instants. Alors justement, pour aborder le sujet, il faut l'aborder à travers à la fois la formation, le consulting et la qualité. Et c'est d'autant plus intéressant que ça peut sembler très antinomique si on est un petit peu sectaire sur ce que l'on appelle un coach. Et vous avez dit que vous vouliez avoir beaucoup d'ouverture sur le sujet. Moi, je préfère vous en féliciter que considérer que ce serait une erreur, parce que je l'ai dit, quelque part, le mot coach, qui a réémergé dans les pays anglo-saxons, puisque c'était une origine française, est quelque chose dont se sont emparées certaines approches psy pour délivrer ou pour s'approprier le titre de coach. Bon. Je pense que ces organisations-là auraient peut-être dû qualifier le type de coach dont il s'agit. Mais je crois aussi que la notion de coaching est une question de posture qui ne s'appuie pas que sur une technique ou sur quelques outils. C'est beaucoup plus large que cela. Et donc c'est pour cela que je soutiens et j'apprécie les travaux de recherche que vous faites, car il me semble effectivement qu'il faut savoir communiquer sur ce type d'attitude. Car aujourd'hui, et j'y reviendrai aussi, les organisations, les fonctions RH, les responsables de formation ont plutôt peur de l'approche coaching. Alors, est-ce qu'ils en ont d'ailleurs peur, ou est-ce que simplement, parce que c'est un autre phénomène, ça ne rentre pas, ou que très rarement, dans les financements de la formation professionnelle? Alors, vous allez voir qu'avec la nouvelle loi, ça va plus poser de problème. Vous ne réjouissez pas trop vite, parce que quand je vous expliquerai ce que comporte la nouvelle loi, ça va avoir quelques exigences auxquelles il va falloir justement savoir répondre. Alors, puisque je parle de la loi, allez, prenons quelques minutes pour essayer de comprendre la réforme. Alors, cette réforme, je ne vais pas vous la donner dans le texte, parce que c'est assez illisible. Si vous essayez d'aller sur le site de Centre Info et de charger la loi, vous y comprendrez certainement pas grand-chose. Je vais juste vous en donner 2-3 principes. Et une raison. Une raison que j'évoquais tout à l'heure avec le MEDEF. C'est une loi brutale, mais vraiment brutale. Et donc je l'évoquais avec le MEDEF, qui me disait, oui, tu as raison, c'est brutal, on y a réfléchi, on s'est demandé si on mettait une phase de transition, puis on a dit non. Parce que de toutes les façons, à chaque fois en France, quand on a le temps, on détourne, on fait autrement, et on se dit, allez, ça nous est encore passé à ras des oreilles, c'est plus la peine. C'est ce qui s'est passé en 2009, quand il y a eu les réformes de la formation professionnelle, on en a quelques-unes. Hein. On a eu 2004, grosse réforme. On a eu 2009, nouvelle grosse réforme. On a eu les accords avec les partenaires sociaux l'année dernière. Ça nous arrivait, mais alors, en plein dans la figure, personne n'a bougé. Et donc, du coup, décision, loi brutale, à la hussarde, c'est comme ça, il va falloir s'adapter. Et c'est un peu français, parce que français, on ne réagit que quand on a la tête dans le mur. Donc là, je peux vous dire qu'avec cette loi-là, on nous a mis la tête dans le mur. Mais avec un fondement philosophique extrêmement intéressant. Un fondement philosophique qui était essentiel et sur lequel les partenaires, l'ensemble des partenaires sociaux sont d'accord. Alors vous avez peut-être lu que la CGPME n'a pas signé l'accord ou la CGT n'a pas signé l'accord. C'est uniquement des questions de gros sous. Je vous expliquerai un peu le pourquoi en 2 mots sur les gros sous. Mais sur le fond, sur l'idée, personne ne la remet en cause. C'est quoi l'idée? J'aurai le plaisir d'animer la semaine prochaine les débats franco-allemands sur l'alternance. Vous avez peut-être lu cette semaine encore, au mois de décembre, on était à moins 10% de personnes, de jeunes en apprentissage, on en est à moins 25%. C'est absolument dramatique. Quelles sont les causes de ces moins 25%? Il y a 2 causes visibles, comme ça, à premier abord, vous pourriez me donner. La première, c'est « Ah, crise économique, monsieur, on ne peut pas. » Bon, ok, j'entends. On ne peut pas quoi? On ne peut pas créer d'emploi. J'entends. La deuxième,
Un deuxième, c'est que ça coûte cher. C'est pas financé. On nous met des obligations. On n'a pas les moyens. On ne trouve plus les sous. En fait, c'est la même raison. Crise économique, pas de sous. Et on ne veut pas employer. Vous prenez les Allemands. Il y a 0 obligation fiscale. D'accord ? Nous, on a 5% d'obligation d'emploi des apprentis dans nos entreprises. En Allemagne, on ne se pose pas la question. Il y a des entreprises qui ont 7, 8, 10, 12% d'apprentis, même. Il y en a 10% d'apprentis. Chez Siemens, vous avez 8% d'apprentis, de façon totalement naturelle. 0 obligation de financement. D'accord ? Pourquoi ? Pourquoi ça marche ? Il y a une autre mentalité, qui est que ces entreprises-là ne sont pas passées par les modèles de subvention. Ces entreprises ont intégré le développement du capital humain comme une stratégie d'entreprise. Donc ils ne se posent pas la question. Nous, en France, on ne l'a pas du tout intégré.